Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans titre, une fois de plus enregistré au Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous avons eu le plaisir de recevoir et d'échanger avec le créateur, dessinateur et auteur, Davy Mourier. Bonne écoute. Connu comme auteur, créateur et dessinateur. On te connaît notamment avec la série La Petite Mort qui a donné lieu à une adaptation animée ensuite avec France TV. Mais pas que, puisque tu as aussi, dès début 2000, une activité de créateur, animateur, scénariste, auteur liée à Internet. On t'a découvert notamment avec des séries comme J'irai Lolé sur vos tombes, Nerds, Golden Moustache. Dans les grandes lignes, tu développes donc depuis 2000 une activité d'auteur-dessinateur avec des séries de bande dessinée telles que Moirf, 50 francs pour tout, Super Caca et bien sûr La Petite Mort. En parallèle, c'est comme je le disais, tes activités de créatif autour des activités audiovisuelles qui sont développées au sens large, voilà, avec plein de collaborations. Enfin, l'idée, tu l'as compris, c'est pas du tout de faire une énumération complète, mais voilà, de dire que on te connaît aujourd'hui comme dessinateur et surtout auteur en fait, c'est-à-dire créateur de narration, que ça soit adapté à la BD ou adapté à d'autres supports audiovisuels. Et ma chaîne YouTube, en fait, vraiment, c'est ma double carrière. C'est vraiment là actuellement, je vis vraiment de deux trucs qui font un grand écart, mais un petit peu. C'est auteur de bande dessinée, scénariste et youtubeur. Voilà. Ok. Et tu considères que c'est deux champs de création quand même assez distincts ? Oui, je trouve que c'est assez distinct, tout simplement par le traitement. Parce que quand je fais une bande dessinée, alors on peut commencer direct avec les troubles. J'ai un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Donc je n'ai pas des TOC, c'est ma personnalité qui est obsessionnelle compulsive. Donc je passe mon temps à me donner m'envoyer des injonctions et à m'engueuler parce que je ne suis jamais assez performant, je n'ai jamais assez travaillé, je vais mourir avant d'avoir fini un truc et donc je suis une merde. Voilà, c'est un peu le leitmotiv que j'ai dans ma tête qui fait que je fais à peu près 5 albums par an de BD, une chaîne YouTube avec une émission toutes les semaines, plus plein de choses parce qu'en fait je suis un boulimique de la créativité parce que sinon je m'en veux, je me déteste et j'ai l'impression de mourir. Voilà. D'accord. Voilà. Donc du coup, quand je fais ma chaîne YouTube, j'ai besoin de gens. Bon, alors moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop aller voir des gens que je connais pas, donc je travaille avec mon pote Rémi que je connais depuis qu'il a 5 ans. Donc du coup, voilà, c'est un peu dans la famille, voilà, donc c'est mon cadreur, c'est mon monteur. J'ai une amie qui me fait mes montages aussi. On se connaît depuis plus de 5 ans, on travaille ensemble, etc. Et voilà, donc quand je fais ces émissions-là, j'ai besoin d'eux, je travaille en collaboration et j'écris des blagues, et souvent des blagues un peu trash parce que sur YouTube, les gens me connaissent pour mon humour trash. Dans la bande dessinée, je suis tout seul ou alors avec un éditeur à la limite, et là, je peux inventer ce que je veux et je peux faire de l'humour trash, mais je peux aussi parler de ma dépression, je peux aussi essayer de faire pleurer. Là, pour moi, c'est un plus grand terrain de jeu et je suis tout seul et donc je n'ai pas d'horaire et je peux travailler de 5h du matin quand je me réveille jusqu'à 23h parce que je veux que l'album soit fait en un mois. Et j'y arrive et j'engueule personne puisqu'il n'y a que moi dans le truc. Quand on fait des vidéos YouTube, je ne peux pas envoyer des messages à 2h du matin et à dire à des gens il faudrait faire la vidéo parce que voilà. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je fais les deux. Parce qu'en journée, je peux travailler sur le truc et quand je ne peux plus travailler avec des gens, je peux travailler tout seul. Voilà. Okay. Et oui, je trouve ça différent dans le ton et dans ce que ça donne au public. Ouais. Est-ce que, juste en quelques mots, dans un premier temps, tu peux aussi nous parler de ta formation et de à quel point elle est éloignée ou non de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà. Ah ouais. Voilà. Alors, bon, j'ai le brevet des collèges. Ok, ouais. Plus 3. Ok. Donc, alors, je suis allé jusqu'au collège. C'était pas brillant. J'étais bon en dessin, mais à part ça, pas ouf. Je suis dyslexique. Je suis dysorthographique. Galère à l'école.
Mais mes parents arrivent à se saigner. Bon, je viens d'Ardèche. Mes parents, mon père était fonctionnaire. Ma mère, elle a ouvert un magasin de couture pour pouvoir me payer une école privée parce que j'avais trop des mauvaises notes pour aller dans une école spécialisée en dessin à Lyon. Du coup, ils m'ont payé une école. Bon, ils se sont saignés pour me payer une école privée qu'on appelle l'école de Condé à Lyon. Et j'ai fait 3 ans là-bas et j'ai raté mon diplôme. Okay. Voilà. Et j'ai parti 2 ans dans les sabbatiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes études. Voilà. Par contre, j'étais passionné et j'ai appris Photoshop tout seul. J'ai appris Premiere tout seul. J'ai appris After Effects tout seul. Et ma première bande dessinée, j'étais au CP. Et j'ai dessiné des bandes dessinées du CP à maintenant. Et justement, comment il se passe les premiers pas de créateur, justement ? C'est compliqué. Moi, mon rêve, à la base, depuis le CP, c'est auteur de bande dessinée. La télévision, c'était un fantasme parce que j'adorais les inconnus et les nuls. Mais je n'arrivais pas à rêver à ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était pas un rêve accessible de faire des sketchs et de plein de gens les voient. Ouais. Je me suis dit non, ça c'est pas moi. Moi, c'est la BD. Mais même la BD, c'est bizarre parce que je me voyais pas trop. D'un autre côté, c'est normal. Je me voyais pas trop quel type d'auteur de BD je serais. Je voulais raconter des histoires, mais j'aurais jamais imaginé qu'il y ait un personnage parmi toutes les BD que j'invente qui se retrouve en tatouage sur 200, 300 personnes. Ça, on peut pas l'imaginer. Mais je me voyais plus dans la BD. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès 1996, j'ai commencé à aller voir tous les éditeurs en emmenant mes dessins. Ouais. Et je dessine pas ouf. Je suis pas un grand dessinateur de BD. Je suis pas Enki Bilal. Je suis pas Boulet. Voilà. J'ai mon style, on va dire. J'ai un style. Et du coup, on m'envoie tous les ans à Angoulême. On me dit, il faudra non. On me le dit gentiment. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, tous les ans. Excuse-moi, c'est avec des dessins que tu fais en autodidacte à travers la formation que tu as fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'accumulation de plein de boulots. J'ai lu tellement de BD que je lis Fluide Glacial selon mes inspirations du moment. Mes BD sont plus ou moins trash, plus ou moins cul, plus ou moins pour enfants, ça dépend quoi. Et je vais les voir et je me fais aimer. Vu que je suis obsessionnel, c'est un super pouvoir, c'est qu'il y a des gens qui abandonnent. Mais moi, je me dis, je reviens l'année prochaine. De toute façon, je dois faire ça. Donc, je reviens, jusqu'au jour où je tombe sur un gars qui est devenu un grand journaliste de la BD franco-belge. D'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois sur Canal. Il était dans le truc d'Alain Chabat. Canal a fait un petit truc pour la sortie d'Astérix. Et ce gars était là en tant que spécialiste de la BD. Et donc, cette merde... a voulu être éditeur parce que je pense que ce gars est très frustré de ne pas avoir été auteur de BD. C'est pour ça qu'il est journaliste. Alors, on est vraiment une petite chaîne confidentielle, personne ne la regarde. Et puis, a priori, le podcast ne sera pas trop écouté. Du coup, c'est qui il a un nom ou pas? Sache que j'ai oublié son nom. mais je pourrais le retrouver après parce que je sais où le chercher, si tu veux. On laisse un espace. Ouais, c'est ça. Mais ce gars, donc, du coup, crée une maison d'édition où il rachète des BD, il vend des trucs. Et vu que j'étais à la recherche d'un éditeur à fond, je fais tous les éditeurs. Et lui, il éditait du comics. Ça n'a aucun sens. J'ai un dessin de BD franco-belge moche et je vais voir un gars qui édite du comics en France. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois, il éditait Spawn. Spawn. J'arrive et sauf que le gars, tous les éditeurs, en général, ils sont gentils. Ils sont pas méchants. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis aussi éditeur. Je sais très bien que quelqu'un qui vient me voir, et même si sa BD, elle n'est pas très bien finie, elle n'est pas... tu peux pas dire à quelqu'un, c'est nul. Oui, tu tiens compte de sa fragilité à cet endroit-là. De sa fragilité, et surtout, tu sais pas si cette personne va pas d'un seul coup, tel Sangoku comme un Super Saiyan, un jour se révéler, d'un seul coup va comprendre ce qu'elle ne sait pas faire et ce qu'elle sait faire, et se servir de ses faiblesses pour faire un truc qu'on n'a jamais vu. Tu vois, Lewis Trondheim, il a appris à dessiner en faisant 300 pages de BD. Voilà. Et
Et je pense qu'au départ, les gens, ils devaient pas lui donner. Ils se sont pas dit que ce gars allait réinventer la bande dessinée, tu vois. Donc il faut un peu de, ouais, puis de gentillesse, un petit peu quoi. Et ce gars me dit, mais t'as déjà pris un cours de dessin dans ta vie? Et je lui dis, bah j'ai fait une école de BD. Et là, mais même pas, il sort un son, il fait un truc genre. Et la manière dont il m'a traité, la manière dont il a regardé mes trucs, ça m'a. Le mec, il m'a coupé les jambes, il m'a coupé tout. Et j'ai plus dessiné. J'ai arrêté de dessiner. En 2021, j'ai arrêté de dessiner. Sauf qu'entre-temps, Internet était arrivé en France. J'étais fan des inconnus, j'étais fan des nuls. Et je pense que ma frustration de plus raconter des histoires en BD est passée dans la vidéo. Et finalement, quelque part, ça a été une chance parce que à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas le numérique, c'était encore sur des cassettes. Et il fallait être un peu geek pour piger comment faire du montage avec. Et donc, on était peu à faire des sketchs. Et j'ai commencé à faire chier mes potes en Ardèche. En plus, en Ardèche, on n'était pas 12 000 à connaître la technologie, crois-moi, pour filmer des trucs. Et les jeux vidéo étaient arrivés. Il y avait eu Alex Pilote qui avait fait Bitoman, qui avait fait France 5. Je commence à comprendre que les nuls et les inconnus, c'était bien, mais leurs références, c'était des références de vieux, mais que nous, on avait des références du Club Dorothée, des jeux vidéo qui étaient inutilisées. Et là, dans ma tête, ça fait OK. Alors qu'à l'époque, la plupart d'entre nous, les geeks, on essayait d'imiter les animés japonais ou les séries japonaises et de faire la même chose en live. Moi, j'ai l'impression que le truc en plus que j'ai apporté, c'est j'ai pris les sketchs des inconnus, même s'ils avaient fait un Be Human, et je suis allé chercher Dragon Ball, Street Fighter, et ça a mélangé les deux, et on faisait des trucs très courts, de 2 minutes, de 4 minutes. Et on a appris le métier comme ça, on a fait 100 films et tout ça. Et là pour le coup, on était très peu à le faire. Et ça a fait qu'on a été repéré sur Canal, on a été diffusé dans les films faits à la maison, on a gagné des tonnes de concours dans les Japan Expo, dans les machins comme ça. Ou même, à l'époque, il y avait des concours à la télé, faites votre film. J'ai gagné 2 voyages à Los Angeles, 1 voyage à Las Vegas et 1 voyage au Japon. Parce qu'en fait, on était 3 à participer. Parce que tourner la vidéo, monter la vidéo, envoyer la cassette, les gens, ils le faisaient pas. Les gens, ça les emmerdait. Et on avait la chance que les gens qui osaient le faire, ils étaient peut-être un chouïa moins bons que nous. Et du coup, on raflait tous les voyages. Donc, quand j'ai commencé à gagner des voyages, j'ai fait peut-être que en fait, il y a un truc. Ouais. Et c'est la vidéo qui a gagné pendant 10 ans, on va dire en 2001 et 2008. 2008, Alex Pilote lance la chaîne No Life. C'est que on a, avec une case en moins, on a, je sais pas, 120 films de durée qui allait de 1 minute à 30 minutes. Et lui, il a besoin de programmes gratuits pour sa chaîne. Je lui dis OK, mais on va te fabriquer un programme spécifique. Avec Didier, avec qui je travaillais depuis des années, on avait rencontré Monsieur Poulpe dans des événements. Et là, je leur dis, si on faisait une série, à l'époque, c'était à fond sur Caméra Café et Kaamelott, surtout Kaamelott. Et on a fait Nerds, qui était notre Kaamelott geek avec les moyens du bord, puisqu'on avait un appartement et un canapé. Donc, la série serait dans un appartement avec un canapé. Voilà. Et de là, on a fait une communauté. D'avoir une communauté, les gens se sont dit, il y a peut-être du pognon à se faire. Et là, il y a un éditeur qui est venu me voir et qui m'a dit, tu voudrais pas faire de la bande dessinée? Ouais. Et c'est là que Et c'est là que j'ai fait, ah oui. Et voilà. Et c'est là où j'ai réussi à revenir à mon amour du départ. Oui, mais tu parlais aussi sur... Alors, moi, je sortais des Beaux-Arts en 2008 et je me suis installé à Lille et j'ai fait une grande dépression d'après déménagement. D'après diplôme. Ouais. Et j'ai passé une année sur No Life à vous regarder. Et je me rappelle, je sais plus quand c'est arrivé, mais il y avait une émission de BD aussi. Ouais, Road Strip. Oui, tout à fait. Ouais. Et même après
j'irais loler sur vos tombes aussi. Oui. Je trouve il y avait quand même une place, À la BD. de plus en plus de place pour la BD et puis pour ton dessin aussi. Oui, bah moi je suis amoureux de la BD. Hein. C'est mon premier amour, c'est la bande dessinée. Ma première fenêtre d'ouverture à l'imaginaire, c'est Franquin, c'est Astérix, c'est les Schtroumpfs. Donc oui, et surtout et alors là c'est encore dans la psychanalyse, mais mon père qui est quelqu'un de très absent, on va dire, même s'il est là, il me lisait des bandes dessinées tous les jours quand je savais pas lire. Donc le lien avec mon père, c'est la bande dessinée. Le deuxième lien, c'était qu'il aimait regarder Coluche et les nuls à la télé. Et j'ai fait les deux. Hein. C'est vraiment... après, tu sais, tu vas chercher loin, tu te dis, mais pourquoi ma vie, tout ça, machin. Et en fait, en gros, c'est papa, regarde-moi. Papa, regarde-moi, j'existe. Voilà. Aujourd'hui, t'habites où? Pardon, c'est vraiment une vanne de primaire. Alors, t'habites où? Ouais, t'habites à combien de kilomètres de Tours, tu sais? Okay. Non, alors, Paris, a priori. Ouais. Mais ça fait quand même 2 ans. Maintenant, ça va faire 2 ans que je viens tous les 3 mois, 7 jours à Paris. D'accord. Donc, peut-être que je suis ardéchois plutôt. Et a priori, là, je suis vraiment en train de voir pour vendre mon appart. Même si c'est un peu compliqué parce que mon appartement est devenu quand même mon lieu de travail puisque j'ai créé le décor de ma chaîne YouTube à l'intérieur. J'ai une pièce complète pour ça. Donc, je suis obligé de fabriquer une pièce YouTube en Ardèche avant de pouvoir déménager de Paris pour pouvoir arrêter de payer cet appartement dans lequel je vis. Là, vous voyez, j'ai tourné 2 jours parce que je tourne. Là, j'ai tourné toutes les émissions jusqu'en octobre, toutes les semaines. Ouais. J'ai le mois d'août, je suis en vacances, donc il n'y a pas d'émission. Mais je profite, je tourne 12 émissions en 2 jours. Et après, je me barre en Ardèche pendant 3 mois. Et après, je reviens. C'est mon rythme. Mais là, du coup, maintenant, l'idée, ça serait de plus revenir à Paris. Là, vous tombez pile poil. C'est pour ça que je suis à Pompidou, mais sinon. Voilà. En fait, je me pose la question. Enfin, c'est une question qu'on pose souvent sur comment est-ce que la présence à Paris est nécessaire à ton activité. C'est pour ça parce que je sais que tu étais entre l'Ardèche et Paris, mais est-ce qu'il y avait une utilité à être quand même dans le coin? Oui. De grenouiller dans le coin, quoi, oui. Tu vois? Oui, et plus maintenant. Mais tu t'en rends pas compte. Et puis, en fait, donc quand je suis... Ouais, voilà. Quand je suis arrivé à Paris, mon rêve, c'était vraiment comme dans la chanson. Hein. Je vais monter à Paris pour devenir un artiste, pour que mon nom soit en haut de l'affiche. Enfin, tu sais, il y a ce truc quand t'as 20 berges où t'as envie de bouffer la terre entière. Tu te dis que t'es exceptionnel ou que sûrement t'as un truc exceptionnel. Donc, vu que je suis en période où je déteste mon dessin, je suis dans le truc, je vais faire de la télévision. Et mon but ultime, c'était d'être sur la chaîne Game One. Moi, je voulais être sur la chaîne Game One. J'adorais Marcus. Je voulais faire des gags sur Game One. Sauf que j'avais eu un rendez-vous avec le directeur des programmes de Game One qui a regardé mes vidéos et il n'a pas ri une seule fois. Ça a duré une demi-heure. C'était long. Ça a l'air sinistre C'était long. Expérience. Ah ouais. Après, on m'a dit que le directeur des programmes, il connaissait pas les jeux vidéo. C'était que des vannes sur les jeux vidéo. Ouais. Donc, le gars, il m'a juste dit au milieu du rendez-vous, il m'a dit il y a des fautes d'orthographe dans les textes. Il n'était pas du tout. J'ai fait oui. Bon, bref. Voilà, mais ça veut dire que tout ton début de fabriquer tes premières vidéos avec tes potes, etc., ça se fait en Ardèche. En Ardèche. Et j'ai de la chance. Il y a tout un stock, etc., qui se fabrique là en mode DIY là-bas en Ardèche. Ma mère est couturière, mon père est bricoleur. Et c'est pour ça qu'on était un peu aussi différents des autres. C'est que je disais à ma mère, j'ai une idée de sketch avec Ryu et Ken, c'est eux. Et ma mère nous faisait Ryu et Ken, Mario, c'est eux, Astérix, c'est eux. Et on avait les costumes, on avait les trucs. Et mon père, même, alors c'est un peu plus récent, mais à l'époque où on avait tourné avec Monsieur Poulpe Karate Boy, je me rappelle qu'on avait écrit un épisode où Karate Boy se fait donner un coup dans la vessie et ça fait que il ne peut plus arrêter d'uriner. Et tout l'épisode, il urine. Mais comment tu fais quelqu'un qui urine tout le temps? Et du coup, mon père, il nous a fabriqué 2 bouteilles d'eau que Poulpe cachait sous sa veste, avec des tuyaux qui partaient, avec des robinets. Donc, il cachait dans sa main et tout, machin. On remplissait les bouteilles, on partait. Et il nous a fabriqué ce truc-là sans budget, tu vois. Donc, on a eu cette chance, en fait, d'avoir... j'ai la chance d'avoir des parents hyper bricoleurs et tout ça. Et ouais, du coup, on était un peu... Tout était fabriqué en Ardèche. Et c'est
grâce à ces vidéos postées sur Internet à l'époque où YouTube n'existait pas, en Reel Media ou diffusées en VHS dans les salons de Japanime, qu'on a rencontré Alex Pilote, qu'on a envoyé des VHS à la télé, à Canal, à tout ça. Et c'est là où on s'est rendu compte que ils diffusaient nos sketchs. Machin de ça. Je suis pas monté à Paris. Oui, t'es pas monté sans rien comme ça. Non. Et surtout, je suis monté à partir du moment où j'ai eu un travail. C'est-à-dire que j'ai été fonctionnaire de mairie pendant 5 ans, emploi jeune. Je me suis fait virer. J'étais en dépression parce que c'était pas le rêve de ma vie de faire ce métier, mais ne plus travailler, ça m'a rendu dingo. Et 1 mois plus tard, je montais à Paris parce que mon pote Didier avait été embauché grâce aux conventions qu'on faisait. On avait rencontré des gens qui travaillaient dans la Japanime. Ces gens lui avaient proposé un stage vu qu'il était en école d'art à Valence. Il était en stage là-bas. Moi, je monte voir Game One où j'ai ce moment horrible où j'ai vraiment envie de me foutre en l'air en sortant. Sauf que je sors, il m'appelle sur mon portable et il me dit il y a un graphiste de la société de DVD d'animé japonais Kazé qui s'en va. Il cherche quelqu'un. Là, il part aujourd'hui. Et du coup, il me dit tu peux venir pour un entretien d'embauche. Je fais oui. Et du coup, je sors de Game One et je vais faire un entretien d'embauche le lendemain. J'ai aucun endroit pour dormir et j'ai pas d'argent. Et j'avais rencontré un mec qui s'appelait Monsieur Poulpe dans un festival 3 mois avant. Et il m'avait dit si tu viens sur Paris, tu peux dormir chez moi. J'ai dormi sur le canapé de Poulpe alors qu'on s'était croisés une fois. Ces chats ont pissé autour de moi, c'était super. Et après, j'avais fait mon entretien d'embauche, j'ai été pris et 1 mois plus tard, j'emménageais à Paris. Par contre, là où je disais que j'avais un peu d'ego, c'est que mon patron de chez Kazé, que je vois toujours aujourd'hui et quelqu'un que j'adore, je suis arrivé dans son bureau, on a fait un entretien d'embauche, j'avais pas de CV, j'avais rien parce que c'était pas prévu. Le mec me disait, alors tu sais faire de l'authoring de DVD? Je dis non, mais je pense que je saurais faire. Ok, tu fais du Photoshop? Oui. T'as déjà fait des jaquettes de DVD? Non, mais je pense que je saurais faire. Il a fait ok, je t'embauche. Et je fais ok. Et après, je lui dis par contre, je viens à Paris pour faire de la télévision. Hein. Donc si je trouve un travail à la télévision, je m'en vais. Il me fait d'accord. Et 5 ans plus tard, je suis parti pour No Life, je suis allé le voir et je lui dis voilà, je peux faire de la télévision, je m'en vais. Il m'a fait tu m'avais prévenu. Voilà. C'était rigolo. Ok, donc le boulot de graphiste, il est tombé pile poil. Comme ça, au bon moment. Ouais, bah c'est aussi de la chance. Hein. Ouais. C'est aussi de la chance, notre Ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas projet spécialement de faire ça comme boulot, etc. Non. En te disant, bah, c'est pas trop loin de l'image, de la création, etc. Ah bah, en tout cas, c'est un métier où je me suis éclaté. Ouais. C'est un métier où je me suis éclaté. Bon, j'étais graphiste en mairie, mais graphiste en mairie et graphiste dans l'animation japonaise, il y a quand même un peu plus de. Il y a quand même un peu plus. Et puis surtout, je suis monté en grade assez rapidement parce qu'au début, je faisais que les hentai. Si ça vous parle. Et à la fin, je me suis retrouvé à faire. J'ai fait les coffrets de Dragon Ball, de Saint Seiya, qui étaient les trucs de mon enfance. Ouais. Oui, donc là, Donc du coup, là, ouais, j'ai kiffé. Les coffrets collecteurs de Dragon Ball, c'est moi, tu vois. J'ai un peu contribué en France à Dragon Ball. Voilà. Est-ce qu'on peut aller vers la BD? Ouais. Et peut-être parler de comment les sujets t'apparaissent. Comment tu décides de traiter de tel ou tel sujet? Je pense que tu as déjà répondu vraiment dès les 3 premières secondes quand on a parlé de toi, mais ouais. La question, c'est déjà la méthodologie de travail, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de traiter d'un sujet, puis après tu te demandes comment tu vas le traiter, ou est-ce qu'au contraire, ça arrive d'une manière beaucoup plus organique? Comment ça se passe? En fait, ça dépend l'album, tout simplement. La petite mort, ça m'est tombé dessus parce que mon père a fait un infarctus et un AVC en même temps en 2009 et il s'est retrouvé à l'hosto avec un caillot dans le cœur, avec une sorte de compte à rebours où on nous a dit, on lui a mis un liquide dans les veines et si le caillot réduit, il survit, si le caillot réduit pas, il meurt. Et moi je suis à Paris, je suis loin de mes parents. Je dis à ma mère, je vais descendre. Elle me dit, bah non, mais tu peux rien faire, tu vas pas réduire le caillot. Enfin, voilà. Et du coup, je reste à Paris, je suis loin. Bon, en Ardèche, j'aurais rien pu faire non plus, mais. Et du coup, je dessine la mort, mais j'arrive pas à la faire adulte parce que mon dessin est pas top. Je fais la petite mort. Dans ma tête, je fais petite mort, orgasme, lol. Je garde le truc. Mon père sort de l'hosto. Et après, vu que je m'impose de faire un dessin tous les jours parce que je suis obsessionnel, donc du coup, vu que je travaille, en fait, en gros, pendant longtemps, pardon, je reviens un peu, je reviendrai dessus plus tard, mais vu que je suis obsessionnel, quand j'avais un travail, que ce soit à la mairie ou chez Kazé, c'était pas le travail de mes rêves.
Donc, ce travail n'était pas un vrai travail. D'accord ? Donc, dans ma tête, c'était je dois travailler à mon vrai travail autant que le travail que je fais dans la journée. Donc, je dois rester éveillé et produire autant que le travail que j'aime pas. Donc, à Kazé, j'y allais, mais la pause du midi, j'allais pas manger avec les autres, je faisais un blog BD où j'apprenais tous les jours à faire 3 cases pour apprendre à dessiner. Et le soir, après, il y a eu No Life. Le soir, on allait chez No Life tourner des émissions jusqu'à minuit, 1h du matin. Et ça recommençait. Et là, c'était OK, il y avait un équilibre. Et du coup, vu que j'étais obligé de sortir 3 cases de BD tous les jours, j'étais dans une pression pas possible. Et le truc de la petite mort, que j'avais mis de côté en 2009, est venu en 3 cases. Et les gens ont adoré. J'ai eu un pic de vues. C'est revenu. Là, le personnage s'est imposé à moi suite à l'accident de mon père et au public qui a porté le personnage. Donc, voilà. Tiens, c'est intéressant ça, parce qu'il y a quelque chose avec les réseaux, avec YouTube, où effectivement, finalement, c'est l'accueil du public qui oriente aussi et qui arrive à définir un petit peu le ton que tu utilises. Et dans les arts plastiques, enfin même en bande dessinée, enfin dans les arts, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que t'as pas en direct un accueil du public. Là presque, j'ai l'impression que c'est exceptionnel, ou en tout cas que c'est, je pars bizarre là. Non. J'ai l'impression que Pénélope Bagieux, par exemple, nous décrivait une expérience similaire. Ouais. C'est-à-dire avec les blogs BD. C'est le blog BD, ouais. Et c'est le public qui, avant, je faisais mes BD, voilà. Et le blog BD, tu vois le succès, tu vois le plus de j'aime, tu vois le, voilà. Moi, au moment où La Petite Mort est sortie, c'est là où j'avais fait mes 2 premières BD chez les 2 petites éditrices. Et ces BD, c'était des BD qui étaient autobio et qui que j'avais vraiment envie de faire. Sauf que les gens venaient en dédicace et me demandaient de dédicacer La Petite Mort dans l'album. La BD n'existait pas. Et quelqu'un est arrivé avec un tatouage de La Petite Mort alors que l'album n'existait pas. Que c'était encore que des strips sur un blog. Donc là, le personnage, il a été... c'est pas que je l'aimais pas, le personnage. Mais je pensais pas que... Non, mais ça le valide. Oui, ça le valide. Ça le valide hyper rapidement. Ouais. Voilà, oui, ok. Du coup, je saute sur le truc et je vais dans relation galerie-éditeur parce que ça m'intéresse. Donc là, les questions sont écrites comme ça. Est-il important pour toi d'avoir un point de vue extérieur ? Et donc, si le public fait partie du retour direct et puis ça aide à orienter un petit peu le travail et à comprendre toi ton positionnement artistique, est-ce qu'il y a d'autres gens, amis, famille, éditeurs, éditrices, gens, oui. Comment ça se passe, ce rapport-là ? Alors, je suis quand même très solitaire dans la création. C'est un peu compliqué pour un éditeur de me suivre, mais les éditrices... oui. Éditrices, oui. Je crois que j'ai... Oui. Pour La Petite Mort, en tout cas, c'est que des éditrices. J'oublie pas un éditeur, quelque part. Ouais. Et quand elles commencent à comprendre mon système, ça va. En fait, moi, je ne fais pas de storyboard pour La Petite Mort. Et a priori, je n'écris pas de scénario pour La Petite Mort. C'est-à-dire que j'ai dans ma tête une idée qui arrive, un truc que j'ai envie de traiter sur le moment. Souvent, c'est un truc qui me fait mal ou le prochain album qui va sortir en octobre, il va être plus politique que les autres, mais c'est parce que on est dans une... Moi, j'aimerais bien ne pas avoir à parler de politique, sauf que là, je peux pas. Aujourd'hui, vu l'état des réseaux, vu l'état du monde, ça s'impose à toi. Ouais, en fait, je fais tout pour pas voir, mais quand les mecs ils défilent dans la rue avec des drapeaux, je vois bien qu'il se passe un truc, quoi, tu vois, et il faut que je dise un truc, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas fermer les yeux et dire non, mais ça va passer, parce que à chaque fois ça passe pas. Hein. Mais bon, bref, du coup, là, il y a ce truc-là qui arrive, et je sais que je dois traiter ça, et après je pars à l'impro. Et souvent, ça commence par des gags, parce que je sais que j'ai besoin de gags dans mon album. Et donc, je fais des gags hors du temps, mais des gags qui me font vraiment rire. Hop.
Et je sais que ces gags, ils seront pas au début, ils seront pas à la fin, ils seront au milieu. Et après, du coup, je fais une sorte de squelette et j'en parle à l'éditrice. Au début, c'était Marion, maintenant c'est Vanessa. Et Marion Amir-Gagnan. Et elle m'aide un petit peu, on discute un peu. Après, je pars. Et souvent, l'éditeur, il veut lire le scénario ou voir les storyboards. Mais moi, le problème, c'est que je dessine très, très vite. Parce que mon dessin ne mérite pas plus. Et moi, une planche de BD finie, ça me prend 1h30. Si je dois me faire chier à faire un storyboard pour leur envoyer, pour qu'elles leur lisent, pour voir, pour que ça revienne, pour qu'après je redessine, je fais plus de BD. Hein. C'est trop long. Et donc, je leur dis, je vous livre un album fini, mais s'il y a un truc qui vous va pas, moi, je refais des planches, je m'en branle. Ah, et donc le retour, il n'y a pas d'affect sur le retour. C'est-à-dire que... Pas tant. Ok. À part s'il y a un truc qui me tient à cœur. Ouais, s'il y a un truc important pour toi. Ouais, s'il y a un truc important. Il y a eu beaucoup de débats sur Adolf Hitler dans le premier album de La Petite Mort, et elle a gagné, Marion. Adolf Hitler a été retiré du premier album de La Petite Mort. Et elle a gagné parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu veux vraiment que ton premier album chez un gros éditeur comme Delcourt, il y ait Adolf Hitler dans l'album? Et j'ai fait, d'accord. C'est pertinent, ça. Mais je lui dis, mais si un jour il y a une réédition de cette BD, il y aura à nouveau Adolf Hitler. Et pour l'anniversaire de La Petite Mort, on a sorti une version collector avec les strips. Parce que cette BD, je l'ai dessinée 2 fois, en fait. Mm-hmm. Et du coup, les strips sur Internet n'étaient pas les mêmes gags que les gags qui étaient dans l'album. Et du coup, on a tout réédité. Et donc, il y a Adolf Hitler dans le truc. Ok. Et je fais des blagues dessus, hein. C'est pas une ode. C'est pas hyper ambigu, cette histoire. Oui. Mais oui, c'est très compliqué, mais les éditrices, ça leur va. Puis de toute façon, là, par exemple, je dois rendre le prochain album de La Petite Mort fin juin, et je l'ai rendu il y a 1 mois. D'accord. Je fais un album maintenant, un album de La Petite Mort ou l'album pour Albin Michel, Mission Monstre. Je mets 1 mois et demi pour faire une BD. Ouais, à peu près. Ah oui, c'est... Moi, quand je fais que ça. Hein. Ouais. Je fais 3 planches par jour. Je me mets devant Netflix. Ça veut dire que avant de le présenter justement aux éditeurs, éditrices, etc., ou de publier des extraits, de faire un peu des ballons d'essai, j'imagine, à différentes occasions auprès du public directement, toi, il y a beaucoup d'autocensure, alors c'est pas le terme, mais tu vois, tu rejettes toi beaucoup de trucs où tu commences quelque chose et tu fais oh non, ça c'est de la merde. Ah oui, ça arrive. Là, par contre, pour le dernier album qui est plus politique, vu qu'à un moment, des fois, tu sais ces moments où tu sais même plus ce que tu voudrais penser, que le monde il est tellement fucked up que tu fais attends, c'est ça que je veux dire ou pas? Là, Vanessa, elle m'a beaucoup aidé parce que à un moment, au milieu de l'album, je faisais des blagues et en fait, au début, non, j'ai fait des blagues plutôt pas mal anti-extrême droite, plutôt anti-RN, tout ça. Mais après, moi, j'ai un problème avec les réseaux, c'est les injonctions. Parce que moi, les injonctions, je m'en fais déjà tout seul. Mais qu'on me dise sur Internet que je dois dire si je suis pour ou contre les IA sans pouvoir dire c'est pas si net. C'est parce qu'il y a des trucs intéressants quand même. T'es pour. Non, t'es contre. Vraiment, à un moment. Et donc, du coup, j'ai commencé, je me suis dit, je vais attaquer aussi les woke extrémistes. Mm-hmm. Et donc, j'ai commencé à faire dans l'album un truc qui mélangeait, en fait, qui attaquait un peu tous les extrêmes, mais extrêmes, très extrêmes dans tous les cas, quoi. Sauf que mon éditrice, elle m'a dit, là, elle m'a dit, tu m'as perdu. Je comprends. Ça devient flou. Plus le message. Ouais. Et là, à un moment, j'ai relu l'album parce que quand t'es dedans, c'est compliqué, tu vois. Et là, j'ai relu, j'ai fait, ok, non. Ah oui, c'était pour ça parce que comme tu décris un rythme de travail et de production qui est quand même hyper rapide, quoi. Tu vois, tu dis 1 mois et demi, etc. Je me dis si ça doit être compliqué. Enfin, moi, je suis à l'inverse extrêmement lent parce que je passe mon temps à jeter les trucs et à me faire non, bah non, ça c'est nul, ça c'est nul. Alors je me dis. C'est que tu dois. Hein. Oui, alors par contre, moi, j'ai besoin de. Je pense que je dis beaucoup moins ça c'est nul que toi. Parce que, par exemple, là où je vais me faire chier, c'est quand même pour le scénario.
Mais pour le dessin, vraiment, ça m'arrive très souvent. Alors déjà de dupliquer, copier, coller, j'en ai rien à foutre. Vraiment, les auteurs de BD avant qui me disaient refaire le personnage à la plume et tout ça, machin, je m'en branle. Moi, je fais la petite mort, elle sourit là. Les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont lire au chiottes l'album en 30 minutes. Moi, j'ai mis 1 mois pour le faire. Je préfère ça qu'1 an. Tu vois? C'est magnifique ce que tu viens de dire. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Et du coup, je copie-colle. Et puis, je me dis des fois, la main, elle est foirée. Et alors? Ouais. Franchement, la personne qui est au chiotte, elle va regarder la main, elle le pouce, c'est pas au bon endroit. Non, il s'en fout, le mec. Donc, je fais un peu gaffe quand même, tu vois. Et puis, il y a des dessins où ça doit être beau. Donc là, ma pleine page, je vais me faire chier, je vais passer 3 heures sur l'album. Tu vois, sur les albums de La Petite Mort, là où j'ai passé le plus de temps, sur les 2 derniers, c'est sur les renforts à l'intérieur, parce que je fais des parodies de BD. Genre le dernier tome, c'est les Schtroumpfs. Tu sais, les Schtroumpfs, quand tu ouvres l'album des Schtroumpfs, tous les Schtroumpfs sont dans des positions spécifiques. J'ai repris chaque Schtroumpf et j'ai refait La Petite Mort comme ça, 2 jours. Je n'ai jamais passé autant de temps sur une planche dans l'album. 2 jours pour faire ça, parce que et par contre j'étais bien, parce que c'était mon enfance, tu vois, quand j'ouvrais, que je regardais le truc. Là, le dernier, c'est Tintin. Mais j'ai repris rien de Moulinsart. Et du coup, non, mais j'ai repris les cadres, tu vois, l'idée des cadres photos, et j'ai mis mes personnages à l'intérieur des cadres photos avec une couleur bleue. Voilà. Mais ça m'a pris aussi 2 jours. Voilà. Quand je t'ai contacté pour cette interview, j'étais en train d'écouter l'interview de toi avec Joueur du Grenier. Oui. Et du coup, alors, parenthèse, j'ai dit qu'on faisait un podcast ensemble, que tu t'appelais Marceau, et j'ai bien précisé que tu n'étais pas l'auteur de BD. Vraiment, en me disant, faut pas que tu vois. Oui, putain, oula, je viens de connecter. Oui, surtout pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que pendant cette interview-là, tu parlais beaucoup, tu t'es mis à parler du business de la BD. Oui. Et là, tu parles de ta relation avec l'éditrice. J'aimerais bien, si tu veux bien, nous raconter un petit peu comment ça se passe, comment t'es payé quand tu fais une BD, genre pour cette nouvelle BD, maintenant que en plus effectivement le projet a du succès, t'es sûr d'avoir un public dessus, comment ça se passe? Je te demande pas forcément les chiffres, mais plutôt le rythme de l'édition. T'as des sous avant, t'as des sous après, t'es intéressé sur les ventes, comment ça se passe? Alors, à savoir que La Petite Mort, maintenant, c'est quand même c'est le plus facile pour moi pour tout. Que ce soit de la vente pour une bande dessinée de La Petite Mort ou pour une nouvelle série animée. On a 18 millions de vues avec La Petite Mort en animé, et le premier album de La Petite Mort est à 40 000 ventes. Donc, effectivement, là, pour le coup, j'arrive, je dis, en vrai, le dernier album de La Petite Mort, j'ai dit à mon éditrice, je ferais bien un nouvel album. D'accord. Je demande à Guy, mais je pense que ça va être bon. T'as un pitch? Ouais. La Petite Mort, ouais. Alors au début, j'étais parti, je voulais faire une Petite Mort pour les enfants. Donc je voulais faire un album franco-belge de 48 pages avec des gags plus enfantins. Et j'ai fait mes pages. Quand même, j'ai fait un test, j'ai envoyé à mon éditrice, et elle m'a dit, Davy, les vannes quand même, elles sont pour les adultes quand même. Je dis, mais non, c'est pour les enfants. Elle m'a dit, j'ai 2 enfants. Elle m'a dit, c'est pas pour les enfants. Et j'ai fait, bon, on refait une Petite Mort comme d'hab, alors ça va, c'est bon. Et elle a montré à Guy. Et donc, du coup, ça m'a donné l'idée. L'album sera un peu spécial. J'ai pas envie de spoiler, mais ça sera un album un peu spécifique de La Petite Mort où il y a un magazine de La Petite Mort à l'intérieur de La Petite Mort pour enfants. Du coup, j'ai gardé mon idée pour enfants. Et du coup, je me suis dit, si j'y arrive pas, en fait, je vais jouer avec le fait que j'y arrive pas et faire un magazine pour enfants qui est pas destiné pour les enfants. Et jouer avec ça et faire des blagues. Et ça, Guy le valide. On dit, OK, on fait un contrat. On valide la valoir. Alors moi, je suis nul pour les contrats parce que j'aime pas ça, parce que j'aime pas avoir des conversations d'adultes. Donc, je ne discute jamais mes contrats et je ne les lis pas. Ce qu'il faut faire. Important, c'est important. Très important. Écoutez bien les enfants. Écoutez bien, c'est très très important. Dans le monde de la BD, en plus, qui est un monde de bisounours, ne lisez pas vos contrats. Et mon premier contrat BD de ma vie, j'ai gagné 1 000 €.
c'est pas beaucoup. Surtout, alors quand tu fais une BD en un mois, ça va. Mais à l'époque, je savais pas faire une BD en un mois. Tu passes 6 mois sur l'album. Et en plus, les éditrices, elles savent pas parler à l'imprimeur. Donc, j'ai suivi la BD jusqu'à l'imprimeur où j'appelais. Voilà. Donc, pour 1000 balles, c'était pas assez. Voilà. Puis, avec le temps, ça a avancé un petit peu. Et après, c'était 5000 €. Mais attention, on parle d'avaloir. Donc, un avaloir, c'est on t'avance de l'argent. C'est de l'argent que l'éditeur te donne pour faire la bande dessinée. Et c'est de l'argent qu'il pense qu'il va au moins réussir à gagner avec la vente de l'album. Donc, il me donne cet argent et je ne touche plus rien sur l'album, sauf si l'éditeur se rembourse ses 5000 €. Oui. Et à partir de ce moment-là, je touche 8, 10 ou 12% selon le contrat que j'ai signé. Aujourd'hui, des 8%, ça n'existe quasiment plus. Okay. Mais en France, aujourd'hui, quasiment aucun auteur de BD, pas aucun, mais on est très peu, à réussir à rembourser l'avaloir. Donc, les éditeurs, souvent, ne payent pas de droits d'auteur ou rarement, sauf les gros, quoi. Okay. Voilà. Moi, sur La Petite Mort, j'ai la chance de toucher des droits d'auteur sur pas mal d'albums de la série. Bon, là, je suis à 9, donc pas tous, mais au bout d'un moment, les ventes arrivent que. Donc, voilà. Et aujourd'hui, moi, pour être complètement transparent, quand j'ai réussi à avoir 13 000 € pour faire un album de La Petite Mort en avaloir, j'ai fait waouh, j'avais passé les 10 000, tu vois. Et en BD, souvent c'est rare. Aujourd'hui, il y a encore des petits éditeurs qui te proposent chez Lapin ou des trucs comme ça. On te dit 5 000 € pour faire un an de travail de ta vie, tu vois. Tu payes pas ton loyer avec 5 000 €. Enfin voilà quoi. Et moi, 13 000, j'ai fait waouh, trop bien. Sauf que là, moi, je suis éditeur aussi chez Delcourt et j'ai des gens que j'édite qui gagnent plus. On discute leurs contrats et leurs contrats sont plus élevés que mes contrats que j'ai moi chez Delcourt en tant qu'auteur. Mais bon, j'ai pas envie de faire chier. Puis moi, je suis content de faire La Petite Mort. Et puis en vrai, je fais un album en un mois. Ça va, quoi. C'est pas volé, tu vois. Mais ma pote, qui elle elle demande le double. Et beaucoup d'auteurs demandent le double. Elle me dit, pourquoi tu demandes pas le double? Et je fais, au moins, je fais 2 albums par an. Ouais. Tu peux nous parler, justement. En fait, il y avait encore 2 petits trucs que j'ai pas dit. Tu le fais dans le sens que tu veux, mais il y avait comment est-ce que tu peux nous parler de ta maison, justement, de ma collection, ta collection, voilà. Et est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de comment ça se passe, justement, l'économie de la BD, justement quand on n'est pas toi. Oui. En fait, je dis ça parce qu'effectivement, moi, à l'origine, ce podcast, c'était vraiment aussi donner des outils à des étudiants que je croise quand je fais des workshops, des machins, pour leur dire, voilà comment ça se passe concrètement. Et puis souvent, on se rend compte que c'est pas le sens profond de la pièce qu'il faut, mais plutôt savoir éditer la facture. Bien sûr. Et donc, voilà, concrètement aussi, pour un jeune créateur en BD, comment ça se passe? Alors, moi, ma collection de BD, donc à la base, c'était une collection qui avait été... c'est Guy Delcourt qui m'a demandé, vu qu'il voyait que je traînais un petit peu sur YouTube et que j'avais pas mal de copains plus connus que moi, il s'est dit, ça serait peut-être pas mal qu'il ait une collection pour éditer des gens connus. Et puis, il y avait eu quelques succès avec des BD... par exemple la BD de Cyprien ou des choses comme ça, ou le Rire Jaune, et il s'est dit je pense qu'il s'est dit ça serait pas mal d'avoir aussi un album qui se vend à 200 000 exemplaires, c'est pas mal ça, sauf que bon, j'en ai pas ramené beaucoup sauf un, Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, mais du coup au début je suis allé chercher, l'idée c'était d'éditer des gens artistes mais qui n'étaient pas artistes dans le monde de la bande dessinée. C'est pour ça que j'ai Guy Edré en autrice, j'ai Monsieur Poulpe, j'ai Flaubert, enfin Florent Bernard, pas Flaubert, pas l'autre mort. Mais bref, tout ça. Et au milieu des succès, il y a Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, une BD sur les connards narcissiques, manipulateurs narcissiques. Et cette BD a été un succès. Vraiment un gros succès encore aujourd'hui, vendu, mais même en Russie, je savais même pas que la Russie éditait de la BD franco-belge, voilà. Et du coup ça a un petit peu changé
Parce que Guy m'a dit, bah, quand même, chaque fois qu'on a des BD qui se vendent bien chez toi, c'est des BD autobiographiques de nana. C'est vrai que la BD de Guy Drey s'est bien vendue, la BD d'Eleonore Coste s'est bien vendue, la BD Les Petites Cartes Secrètes d'Anaïs Vachès s'est très bien vendue. Et c'est vrai que les BD un peu plus fofolles que j'avais fait avec des gars, genre Dedo, il avait fait un truc horrifique ou un truc comme ça, c'est vrai que ça avait un peu moins marché. Du coup, il m'a dit, il y a quelque chose qui se dessine. Donc, maintenant, ma maison d'édition, c'est éditer des BD autobiographiques plutôt orientées femmes. Voilà. Mais j'aime bien. Enfin, et en plus, c'est cool parce que c'est quand même, il y en a besoin aujourd'hui. Voilà. Et du coup, pour l'autre question, c'est beaucoup plus dur. C'est assez dur de faire de la bande dessinée aujourd'hui. Et en même temps, il y a tellement de maisons d'édition. C'est-à-dire que Larsenet m'a dit un jour, fais ta première BD, de toute façon, tu vas te faire enculer pour les 3 premières. Donc, voilà. En partant de ce principe-là, en gros, quand tu as envie de faire une bande dessinée, il y a 2 possibilités. Soit tu es dessinateur et scénariste en même temps, soit tu es juste scénariste, c'est un peu la galère, soit tu es juste dessinateur, et là, faut que tu trouves un bon scénariste. Donc, imaginons que tu es, comme moi, auteur, dessinateur, tu as ton idée. Là, ce matin, je discutais, je marchais avec mon éditrice d'Albin Michel, je lui ai envoyé un truc dont j'étais très content, et a priori, elle n'a pas tant aimé la fin, et on a discuté pour voir si je peux lui proposer autre chose. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris un traitement de une page A4, et je fais quelques dessins, et j'envoie. Là, c'est parce que je connais l'éditrice. Mais quand tu connais pas l'éditeur, le truc qu'il faut faire, c'est un résumé d'une demi-page A4, un résumé d'une page A4 plus développé. Si ça a accroché l'éditeur, il va avoir envie de lire le reste. Et 3 pages finies, dessinées. T'envoies, tu vas le voir à Angoulême, tu vas le voir à Saint-Malo. Voilà, tu le rencontres, tu l'envoies par mail. Et peut-être que boum, ça va marcher et on va te demander de développer le truc. Des fois, quand on interviewe des galeristes, les galeristes, souvent, ils disent surtout, venez pas nous n'envoyez rien. N'envoyez pas de mail, venez pas nous voir. Ah oui. On vous en supplie. Ah non, mais et avec les éditeurs, faut pas avoir cette pudeur. Ah non. C'est pour ça qu'à Angoulême, il y a vraiment même des bulles, enfin des tentes spécifiques ou des horaires où tu rencontres des éditeurs. Nous, l'éditeur, il a quand même besoin de savoir que tu existes. Bien sûr, bien sûr. Oui. Même si aujourd'hui le marché se fait beaucoup sur Instagram. Ça c'est l'autre moyen. C'est l'autre moyen. C'est-à-dire que si tu sais que t'es drôle et que tu sais raconter une histoire en 8 cases, 10 cases tous les jours, un truc comme ça, clairement, aujourd'hui, oui, les éditeurs, nous, on va fouiller sur Instagram, souvent pour trouver aussi un dessinateur à un scénariste qui n'aurait pas de dessinateur. Est-ce que le nombre de followers est un... Alors, non, mais quand il y a des maisons d'édition comme Exemplaire, oui. Vous voyez ce que c'est, Exemplaire ? J'ai fait une BD chez eux. C'est une maison d'édition liée à du crowdfunding. Ok, oui. Mais eux, ils t'aident. C'est-à-dire que c'est un éditeur, ils t'aident, sauf que tu touches 30%. Tandis que chez un éditeur classique, tu es à 8 ou à 10%. D'accord. Voilà. Ok. Mais là, pour le coup, eux, ils sont intéressés pour des gens qui ont moins des communautés de 10 000 abonnés, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est à peu près ce qu'il faut comme ratio pour réussir à avoir un crowdfunding à 5 000 € ou 10 000 € pour faire un album, quoi. Et du coup, pour finir, voilà, t'envoies à l'éditeur tout ça, et peut-être qu'il va te demander un rendez-vous et avancer sur le projet. Ne jamais terminer de la bande dessinée. Ne jamais envoyer un album fini. Ne jamais envoyer un résumé avec genre, j'ai eu ça, hein, vraiment. Dans un monde d'heroic fantasy, le héros va se battre contre des démons, arriver enfin au château, et là, sa surprise va être totale. Je n'édite pas ça parce que il y a rien. C'est c'est pas un scénario. C'est une bande-annonce d'un film, et le problème, c'est que l'éditeur,
il doit être surpris en lisant. Et je suis surpris en lisant parce que la fin, elle est exceptionnelle. Mais du coup, si tu me racontes pas la fin, pourquoi je vais me dire qu'il faut éditer ton album, tu vois? T'as déjà eu cette maladresse, toi, dans les contacts avec les gens? Il y a des gens que tu croises aujourd'hui, tu fais, ouais, s'il te plaît, regarde pas mes DM d'il y a 10 ans. Ah, oui. Et je pense que j'ai fait ça avec Boulet. Je pense que je suis allé le voir avec des planches et tout ça, machin, et je me rappelle plus trop, mais je l'avais un peu saoulé, je pense. J'avais saoulé aussi Petit Luc, les rats de Petit Luc. Ouais, j'avais saoulé, bien sûr, mais il y a tellement de moments où je pense qu'on se reverrait à certains moments, on aurait tellement honte. Là, j'ai l'impression qu'on est vers la fin. J'aimerais bien, pourquoi pas, 32. On est pas mal. J'aimerais bien activer peut-être le fil de l'amitié, savoir si tu aurais peut-être un invité à nous proposer où tu te dirais ses réponses aux questions qu'on est en train de poser ou son regard sur peu importe le lieu, sauf la musique, a priori on n'est pas trop compétent pour ça, mais j'aimerais bien l'entendre répondre à ces questions-là et décortiquer les choses. Si jamais tu as quelqu'un et qu'il te vient en tête maintenant, on serait ravis que tu nous le partages. Hier, comme je vous disais, j'ai enregistré mes émissions YouTube. Et alors, vous vous rappelez de 10 minutes à perdre? Ouais, tout à fait. Bat et Gaël. Ouais, tout à fait. Et Bat, maintenant, il écrit des romans. Et il a écrit 2 livres. Et un livre de blagues, alors où on l'attend un peu plus, j'ai envie de dire. Et un livre pas que de blagues. Et voilà. Et franchement, et puis il est très intelligent. Il est engagé sur plein de trucs. Je pense que ça serait intéressant, Baptiste Lorbert. Si tu peux nous faire l'entre-genre, on serait ravis. Ouais, ça marche. Et puis sinon, c'est pas une obligation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Un sujet que tu voudrais aborder, quelque chose où tu dis tiens, voilà, c'est le. J'en ai pas la moindre idée. Hein. Vraiment, c'est genre juste un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Sur la création, sur le fait de vivre grâce à la création. En tout cas, à savoir qu'aujourd'hui, comme je vous disais, hors champ, c'est que je pense à déménager, mais je pense à déménager aussi parce que je n'ai plus besoin d'être à Paris, parce que ma carrière est faite et que avant je voulais être dans la télévision, que la télévision m'a vraiment dégoûté, que j'ai aucune envie d'aller dans des cocktails ou des trucs pince-fesses mes couilles. Et du coup, l'Ardèche c'est super pour être auteur de BD. C'est très bien de venir à Paris un peu pour se faire des relations. Mais en fait, c'est pas obligatoire aujourd'hui parce qu'il y a Internet et que Internet vous permet même dans le trou du cul du monde ou même l'hémorroïde, parce que pour moi l'Ardèche c'est même pas un trou du cul, c'est une hémorroïde, de faire quelque chose de votre vie, quoi. Mais du coup, parce qu'il y a aussi tout un volet dans les questions qui sont fort bien écrites. Il y a aussi tout un volet réseau et diffusion. Ouais. Et justement, on demande si tu participes à des trucs. Est-ce que tu vas serrer des mains? Est-ce qu'il y a des moments où tu essaies de faire d'être au bon endroit, ou au contraire, tu soutiens les copains quand tu es là? Et puis, je déteste ça. Tu détestes ça globalement? Ouais, les gens, je pense qu'ils seraient hyper étonnés de me voir à des événements. En vrai, je suis geek. Et il y a un truc qui me fait sortir de ma cave, c'est les trucs à base de jeux vidéo ou d'escape game. Là, vous voyez, je suis quasiment tout le temps en Ardèche. Par contre, il y a ici Japon. Vous savez, ceux qui vont faire le musée Odyssée. Il y a Tev, il m'a dit « Ah, on fait le lancement du musée Odyssée à Paris. » Bon, j'étais en Ardèche. Moi, j'ai pris des billets de train, je suis venu parce que il y avait en plus un avant-goût du musée. Il y avait une console Xbox en Lego géante. Il y avait la première borne Pong. Ouais, là, par contre, là. Mais c'est lié à l'enfance, c'est pas un truc d'adulte. Donc là, c'est OK. D'accord. Ouais. C'est ça la condition, c'est que ça reste. Ouais. Non, mais ça pourrait être aussi d'accepter de faire une émission pour des mauvaises raisons aussi. Ça pourrait être. Tu vois, ou j'en sais rien. Continuer. Mais je l'ai fait dans ma vie, j'en ai fait une BD. J'ai été dans Envoyé spécial. J'ai été pris pour un con d'Envoyé spécial. Et à l'époque, ils voulaient pas dire geek parce que c'était en anglais. Donc j'étais un adolescent. Et j'ai été pris pour une merde. Et je raconte tout dans la BD. Mais en plus, à partir du moment où tu leur dis oui, t'as signé avec le diable. Hein. Le mec, il rentre chez toi avec son cadreur, il ouvre ton frigo pour voir s'il y a des trucs dedans. Il demande au cadreur de filmer. Il fait, dis non, il n'y a rien dans ton frigo.
Tu manges tout le temps au McDo. Ce mec était une vraie merde. Ouais. Peut-être, bon, là aussi, des noms, hein, on prend vraiment. Nous, on veut buzzer. Hein, en plus, c'était un nom bien composé. Et ce mec, après, s'est fait épingler parce que c'est lui qui avait bidonné les reportages de M6 des clowns. Rappelez les clowns qui attaquaient les gens, il avait payé des gamins pour mettre les masques, ils avaient été retrouvés. Et en fait, c'était M6 qui les avait payés. C'est hilarant. Ah ouais, hein. Ouais. Une merde jusqu'au bout, le mec. Voilà, donc c'est dans ma BD versus la télévision, David Mourier versus la télévision. Vous pourrez retrouver le gars. Okay. Voilà. Très bien. Voilà. On a fait le tour. De toute façon, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est ça, bon. C'est ça le maître mot, quoi. David Mourier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est fini ou alors vous c'est pas c'est pas comme au début. C'est pas comme au début. On ferme les yeux, on termine, on réouvre et on dit au revoir. OK, ça vous va? Bon, si tu veux, okay. On dit pas notre métier. OK. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de Davy, principalement sur son Instagram, @DavyMourier, mais également en suivant sa chaîne YouTube, Bad News. Comme d'habitude, un grand merci à Cyril et ses équipes au Centre Pompidou qui nous accueillent et nous soutiennent dans ce projet. Un grand merci à Paul, notre monteur, mais également à Olivier Schloberg pour le générique. Pour suivre les actualités de Sans Titre, on vous invite à vous abonner à notre page Instagram @santtitre.cast. Vous y retrouverez toutes les actualités et informations des prochains lives à venir, mais également les rediffusions et les différents liens vers YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.